Bon, vous avez un peu de temps là ? Attendez, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi cette vidéo dure 3 fois le temps habituel. Bon alors voilà, comme vous le savez peut-être, j'ai passé une bonne partie de mon adolescence à chérir les albums de Radiohead et c'est un groupe qui me passionne toujours autant aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse encore plus, que ce soit en cinéma ou en musique, c'est de remonter le fil des influences pour trouver d'où proviennent originellement les sons et les images qui me touchent le plus. Et quand on creuse aux sources de Radiohead, on arrive assez vite à un autre groupe anglais typique de la décennie précédente, j'ai nommé Talk Talk. J'ai donc absolument voulu vous parler de ce groupe trop vite rangé dans les oubliettes du courant New Wave et dont le leader Mark Hollis nous a quittés début 2019 dans une indifférence quasi générale. J'avais déjà eu un premier coup de foudre sur eux par hasard dans mon enfance, mais en écoutant leurs derniers albums vers la vingtaine, j'ai commencé à leur vouer un véritable culte. En cherchant un peu de documentation, je me suis alors rendu compte que quasiment rien n'avait été écrit à leur sujet, mais que par chance venait de sortir ce petit bouquin d'un auteur français, Frédéric Rapilly. J'y apprends alors que le premier concert important du groupe eut lieu le jour de ma naissance. C'en était trop, il fallait que je rencontre cet auteur, et comme il a très gentiment accepté de venir parler de mon idole secrète, j'en ai profité pour lui poser plein d'autres questions sur ses goûts musicaux et cinématographiques. Vous retrouverez tout ça dans une deuxième partie d'interview. Donc, restez encore un peu les amis, car que vous connaissiez Talk Talk ou pas, je vous promets une belle plongée dans la jeunesse de nos années 80. Frédéric Rapilly, bonjour. Je suis super heureux de te rencontrer, de te recevoir ici. Est-ce que tu as un peu le trac pour cette interview ? Non, pas vraiment, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, donc je suis dans les vapes. Voilà. Parfait. Moi je suis un peu flippé parce que c'est la première fois que j'interviewe une personne comme ça de visu, qui plus est journaliste. Tu as donc écrit ce beau bouquin, Mark Hollis, ou l'art de l'effacement. C'était ton idée, l'idée de ton éditeur de publier un bouquin sur Mark Hollis, parce qu'on parle quand même d'un héros assez méconnu, enfin un héros personnel pour moi, mais méconnu pour beaucoup de gens. Moi je suis auteur de romans policiers, je suis journaliste. Je me connais assez bien en musique, et j'ai écrit des bouquins sur d'autres artistes de musique, mais j'avais jamais fait de bouquin très rock, branché, spécialisé. Et un soir, à une soirée polar, une copine attachée de presse m'a présenté Xavier, et elle m'a dit « Vous devriez bien vous entendre ». Et en fait, on a commencé à parler musique, et bon, au bout d'un moment, il m'a dit « Mais en fait, tu connais beaucoup plus que moi ». Je vais parler de groupes très très spécifiques, genre Minimal Compact, qui sont des groupes de Cold Wave ou Litfiba, qui sont des groupes italiens qu'on écoutait beaucoup en Bretagne. Et très puis, marqué 80s quoi, voilà, début ouais. 80s, post-punk, Cold Wave. Exactement. Okay. Et puis à un moment, il m'a dit « Mais si t'écris, tu voudrais pas écrire sur un groupe en particulier ?» Et en fait, je sais pas, il y a une idée qui m'est venue, je lui ai dit « Mais moi, je sais pas, tout d'un coup, j'adorerais parler de Talk Talk. » Et sur Mark Hollis, du peu que j'avais lu, parce qu'il n'y avait pas de livre vraiment à l'époque, à ma connaissance, c'est donc le premier, quoi. Ouais, c'est le premier. Bravo. Ouais. Et donc, moi, je cherchais de la presse anglaise ou des choses comme ça. J'avais cru comprendre qu'il s'était arrêté, pas par tristesse ou quoi que ce soit, c'était parce qu'il voulait s'occuper de ses enfants et qu'il pensait qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Alors bon, c'est pas tout à fait ça, mais je trouvais l'histoire jolie, et puis, bon, j'ai pensé à... Alors, je l'ai souvent raconté, mais j'ai pensé à un marin qui s'appelle Moitessier, qui était parti faire le tour du monde, le premier tour du monde en solitaire, et qui au moment d'arriver avait dit bah non, je continue la course tout seul. Et il y avait un peu cette idée-là avec Mark Hollis, je vais continuer la musique tout seul. Il y a un peu la double idée de dire à la fois il échappe complètement au mythe de la rockstar à vouloir retrouver une vie normale, donc s'effacer de la vie musicale, mais tout en étant l'artiste pur qui va continuer à chercher, mais pour lui-même exclusivement. Ouais, mais il y avait aussi cette idée que peut-être c'était en fait un mec très très normal et pas un savant fou à la Brian Wilson, ouais, bien sûr. Ou un type fondu dans la coque. Je sais pas, j'avais l'intuition que c'était un mec, je sais pas, normal, enfin, de mes souvenirs de quand j'écoutais sa musique. J'ai un souvenir très fort de... J'étais con, hein, mais j'avais 16-17 ans, et je remontais les Champs-Élysées, en short avec un blouson orange, et j'avais un Walkman à l'époque, on n'écoutait pas sur des iPods ou je sais pas quoi, l'iPhone, j'avais un Walkman et j'écoutais, je crois que c'était Search a Shame,
Et j'avais l'impression que le monde m'était ouvert, que tout était possible. Et alors d'ailleurs le livre commence comme ça, je crois, avec ta rencontre avec le groupe qui est via une cassette que tu mettais en soirée en attendant le morceau fatidique où là tu dansais en mode shoegaze, un peu en regardant tes pieds, en espérant que quelques regards s'attardent. Moi j'ai adoré cette petite anecdote parce que ouvrir le bouquin comme ça avec un rapport affectif à cette œuvre, pour moi, m'y fait rentrer immédiatement, qu'on connaisse ou pas Tok Tok. Tout de suite, tu racontes cette anecdote de ton adolescence, de ton amour pour cette cassette. Il se trouve que moi, j'ai également découvert Tok Tok sur une cassette que j'avais piquée à mon grand frère, sans jamais lui dire que c'était moi qui l'avais. Il a gueulé partout, il l'a cherché, et moi je l'écoutais en secret. C'était Tok Tok mélangé à des morceaux de Jan Hammer, la musique de Miami Vice. Oh là là, oui, d'accord, je vois avec le générique. Mais il y avait des choses un peu smooth, en tout cas le tout dégageait une espèce de mélancolie, et ça, j'étais complètement fasciné. Je devais avoir, je sais pas, 6 ou 7 ans, et donc Mark Hollis et la musique de Tok Tok m'ont attrapé comme ça. C'était le morceau René, qui est une ballade sublime dans cet album. Donc toi, ta cassette, c'était ce premier album qui naît sur les cendres du punk, si je comprends bien. Alors, en fait, honnêtement, j'essaie dans le bouquin de me souvenir comment je l'avais. Je vois très bien où je l'écoute. Et je crois pas que c'était une cassette achetée, je crois que c'était une cassette recopiée. Ouais. Et il y avait ce morceau qui s'appelait Mirror Man. Un peu oriental et passer dans les soirées quand j'avais 13-14 ans, c'était vraiment excitant. Et on n'avait pas grand chose comme info, il n'y avait pas de journaux, moi j'étais trop jeune pour acheter de la presse, il n'y en avait même pas, je pense. Et donc on ne savait pas trop comment les infos circulaient. Par contre, on passait un temps fou à dessiner les logos, des lettres, Tok Tok, des choses comme ça. Moi j'étais dans un collège de garçons, et donc mon gros truc c'est que j'avais une table en bois, un bureau, et je recopiais dessus tous les noms de groupes anglais que je connaissais. Donc il y avait Kajagoogoo, j'adorais le nom de Kajagoogoo, il y avait Simple Minds, tout ça. Presque en fait le rapport à ces groupes-là qu'on connaissait pas, qu'on pouvait pas écouter puisqu'il n'y avait pas ça à la radio, c'était presque par les noms. Genre, tiens, je vais écouter Les Simples d'Esprit ou New Order, c'était... Et donc Tok Tok, c'était... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai qu'il y a toute la poésie du titre, du nom des groupes, des chansons, parce qu'on rêvait un peu devant ces noms que, comme tu dis, on écrivait, et moi c'était pareil. On va y venir assez vite, le parallèle avec Radiohead, qui était un groupe dont j'écrivais le nom, mais absolument partout, sur tous mes agendas. Moi je recouvrais mes agendas de lycéens avec les pochettes d'albums, carrément. Et donc il y a un parcours un peu similaire pour moi, je trouve, entre Radiohead et Tok Tok, déjà, mais à de multiples niveaux. Le bouquin y fait référence aussi. Donc ils ont signé dans la même maison de disques, EMI. Les deux groupes se suivent, mais surtout il m'a semblé que des débuts très produits où tout de suite la maison de disques veut les lancer, c'était le cas pour Tok Tok, c'était aussi le cas pour Radiohead, et les deux groupes l'ont mal vécu et ont eu besoin de trouver leur propre identité contre la maison de disques aussi un peu. En fait, c'est plutôt un quiproquo. Tok Tok a eu un immense succès en Europe et pas mal aux États-Unis, pas du tout en Grande-Bretagne. Et en fait, quand ils ont commencé à avoir moins de succès en Europe et en France, ils ont eu du succès en Grande-Bretagne. Et donc, ils ont été reconnus, mais un peu tard. Et ils ont été reconnus sur leurs vieux tubes. Donc, on les mélangeait en Grande-Bretagne avec Dead or Alive, Culture Club, alors qu'eux, ils étaient déjà en train de faire de la musique post-rock. C'est ça, très abstraite. Et donc, en fait, on savait pas très bien, ils avaient pas de look, donc on savait pas où les mettre. Le bouquin raconte d'ailleurs très bien, ils essayent un look d'un peu de garçon coiffeur, comme tu dis, dans des smokings blancs qui ne collent pas du tout à leur personnalité. Radiohead a ces mêmes tâtonnements aussi. Au début, le Tom York a les cheveux jaunes, des lunettes de soleil. Mark Hollis, pareil, à un moment donné, va avoir sa petite phase lunettes de soleil pour se protéger du monde. Et voilà, une identité qui se cherche, et puis un désir d'art pur derrière, par contre, qui pousse. Et pour moi, c'est la beauté de Tok Tok, et on trouve déjà ça dès cet album-là. Well, baby, how the weeks baby, was the best part of your youth, this sensation, yeah, that's... Des ballades sublimes.
sublime, donc René dont je parle, mais bon, Such a Shame, il y a déjà beaucoup d'audace formelle, le son est très travaillé déjà. It's a shame. Découvre un peu dans ton bouquin, c'est la violence des critiques anglais. Ouais, je sais pas, ils étaient dans la presse anglaise, dans le début des années 80, c'est elle qui faisait la réputation des groupes. Et les journalistes, je sais pas, ils se faisaient un plaisir de démonter un groupe. Et Tok Tok, ils avaient plusieurs handicaps, et ils avaient du succès, mais pas assez. Ils ressemblaient un peu à Durand au début. En plus, ils étaient signés sur le même label, ils avaient le même producteur. La même typologie de nom de groupe, voilà. Répétition de... Donc, oui, en plus, ouais, c'est tout ça. Donc, ils se sont pris plein la tête. Après, quand ils ont fait Color of Spring et l'autre album, on les prenait pour des Joy Division. On comparait, c'est assez étonnant d'ailleurs, à Mark Hollis, à Ian Curtis de Joy Division, comme si il allait se suicider. Un héros maudit annoncé, voilà. Quoi. Alors qu'en fait, c'est surtout qu'on comprenait rien à ce qu'il chantait. Même les Anglais comprenaient rien à ce qu'il chantait. Comme Tom York. Comme Tom York, ouais, c'est vrai. Je vais pointer de nombreuses similitudes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. En fait, c'est pas que les paroles étaient pas importantes, mais ça faisait partie de la musique en fait. Et moi, je suis pas un expert de la voix, toi. Un peu plus, c'est vrai. Moi, en fait, quand j'ai commencé le bouquin, je m'étais pas trop intéressé à la voix de Mark Hollis, ni à ce qu'il chantait. Et en fait, j'ai commencé à essayer. En fait, même après avoir écrit le livre, il parle d'amour, de nature, mais c'est toujours un langage assez généraliste. Mm-hmm. Il raconte très peu d'histoires dans ses chansons. Et puis, il n'y a pas ses opinions. Enfin, c'est plus... Je suis souvent comparé à un chanteur panthéiste. Ouais. Je sais pas, culte de la nature, mais c'est pas non plus un chanteur écolo. Il roule à moto, Mais je pense même sur la fonction de la voix au sein de Tok Tok, elle est vraiment envisagée comme un instrument qui vient se poser dans un tout, et c'est pour ça que la colonne vertébrale du groupe est essentielle. Le batteur et le bassiste, donc Paul Webb et Lee Harris, je les ai, qui arrivent assez vite dans l'histoire du groupe et qui sont vraiment une entité, un duo sur lequel Mark Hollis n'a plus qu'à se poser finalement. J'ai l'impression que souvent on résume Tok Tok à Mark Hollis. C'est pas aussi simple que ça. Non, bien sûr. Les autres, ils sont vraiment très talentueux. Je reprends l'exemple de Paul Webb. Paul Webb, il a fait écrire Rustin Man, mais surtout qui a fait un album avec Bess Gibbons. Et oui, ce magnifique album avec Bess Gibbons, après Portiched. Et il a rencontré Bess Gibbons en faisant partie d'un groupe qui s'appelle Orang. Alors un groupe qui a créé Lee Harris. Absolument. Et Beth Gibbons a failli ne pas être la chanteuse de Portiched, mais de Orang. Suite à la lecture de ton bouquin, je me suis intéressé à la suite du travail de ces deux-là. Donc Orang, un premier album, un deuxième album, qui viennent piquer la vedette à Tok Tok quelques minutes. Vachement galéré pour les trouver, et en plus celui-ci est dédicacé par nos deux amis. Voilà, quel coup de chance. J'étais fasciné à l'écoute de ces albums et ça éclaire vachement leur fonction dans Tok Tok, je trouve. Moi après, quand je suis pas musicien, donc pour moi ça me faisait penser plus à du Dead Can Dance. Oui, complètement, mais c'est tout à fait cette esthétique world. Ce qui est marrant, c'est de voir les voix qui vont... Orang, donc Paul Webb et Lee Harris vont aller vers une voix où il y a beaucoup d'instrumentation, c'est tout le temps rempli. Et Mark Hollis va aller vers une sorte de dépouillement complet de sa musique. Tok Tok, au départ, c'est 4 musiciens, dont un qui s'appelle Simon Brenner, qui va se retrouve éjecté. C'est le début de la prise de pouvoir de Mark Hollis. Alors que Simon Brenner, au départ, c'était vraiment presque un duo, Tok Tok. Avec Mark. Ouais. Et en fait, petit à petit, ils vont affiner leur méthode. Mais
Marc il prend le pouvoir parce que les autres lui laissent prendre le pouvoir aussi. C'est lui qui a les idées de structure et surtout c'est le penseur du groupe. Enfin, et il va se trouver un alter ego qui est Tim Freeze-Green, ouais. qui est un producteur et musicien, qui va être en fait une sorte de quatrième homme de l'ombre. Qui arrive donc ici et va jusqu'à Laughingstock, c'est bien ça. Voilà. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent les 4 derniers albums, on pense qu'ils ont tous la même méthode d'enregistrement. En fait, pas foncièrement. C'est-à-dire que Tim, il arrive ici, Ouais. et là, il commence à co-composer des chansons avec Marc. Ouais. Et puis, il travaille beaucoup sur les espaces, les instrumentations. Sur The Color of Spring, c'est un peu la même chose, mais Paul Webb et Lee Harris sont toujours présents, mais il y a d'autres musiciens qui vont commencer beaucoup à revenir. Là, on est encore dans une phase à peu près normale. Celui-ci, c'est vraiment la transition entre la période arty et la période commerciale, je dirais, et je crois que c'est ton préféré de leur discographie. Ouais, moi j'adore Life What You Make It, et puis à cause du clip, et puis la chanson. Single. Ouais, Living in Another World. Life What You Make It parce que c'est un single improbable. C'est bon. Enfin, je suis pas batteur, mais c'est le même truc pendant 4 minutes, 5 minutes. Alors j'ai appris que ça avait été une structure qui a été piquée plus ou moins à Kate Bush, puis après à Cannes, enfin on sait pas trop. À Cannes, on va y revenir évidemment. Et donc, en fait, ils font de la musique qui plaît au grand public, mais en fait qui est une sorte de musique savante. Mais en même temps, quand ils le font, ils sont pas du tout des intellos. Ils sont persuadés qu'ils vont en vendre 4 millions. Hein. C'est ça qui est dingue. Donc Frédéric, on est arrivé à l'enregistrement de cet album Spirit of Eden. Oui, donc il y a un nouveau personnage qui va rentrer en jeu, au départ plutôt discret, qui est Phil Brown, qui est un ingénieur du son, qui ensuite va devenir une sorte de collaborateur hyper fidèle à Mark Hollis, avec Mark. J'ai pu l'interviewer, il est adorable, c'est un vieil anglais qui fume des joints à longueur de journée. Il a fait des albums avec Dido après, qui sont vendus à... Et je crois qu'il l'a suivi même sur son album solo. Ouais, sur l'album solo. Okay. Il m'a dit, bon, tu te rends compte, enfin, j'ai fait l'album de Dido qui s'est vendu à 26 millions d'exemplaires, mais on ne parle que des albums de Tok Tok et de Mark Hollis. Voilà, la postérité. Voilà. Ce qu'il me racontait, c'est pas une légende le fait qu'ils aient décidé d'enregistrer dans le noir avec de l'encens, des stromboscopes, etc. Mais ils avaient déjà commencé à faire des expériences comme ça sur le premier album, quand ils répétaient ensemble. Pour se trouver un peu. Ouais, ils essayaient de trouver quelque chose, une énergie ensemble. Et donc c'est pas des trucs de gourou ou de chaman. Les Doors ont fait la même chose, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Avec beaucoup plus de drogue, je crois. Voilà, oui, je crois que Jim Morrison avait fracassé une vitre sur le premier album. Là, il n'y a pas ça, c'est même plutôt détendu, ils boivent des bières, etc. Mais chaque album va être un peu différent. Je crois que pour celui-là, si je me souviens bien, Marc, il arrive avec des beats, des percussions. Ouais. Donc, alors que il est pas batteur. Synthétique, tu veux dire des... Non, ouais, il a travaillé avec des sampleurs de l'époque. D'accord, ouais. Enfin voilà. Et donc, il va travailler sur ces structures-là. Sur Laughingstock, il va plutôt demander à Lee Harris de taper des heures et des heures. D'être le robot. Alors c'est là où Lee Harris, il l'a usé à la corde. Il a usé, ouais. Mais il avait déjà usé un peu Paul sur cet album-là. Alors Paul Webb quitte le groupe après celui-ci, voilà. Et Lee Harris n'en peut plus après avoir passé 8 mois à taper, voilà. 11 mois je crois à taper comme un cinglé. Ouais, en fait il cherchait des structures, des rythmiques et tout ça. Et en cabine, Mark Hollis et Tim, en fait, écoutaient. Et c'est Marc qui décidait, ou des fois un peu aidé par Tim, qui lui disait ça va être un morceau Kajagougou. Et donc ils appuyaient sur ce qu'ils appelaient le bouton rouge. Et donc il y a quasiment, il n'y a pas de chute en fait, comme disait Phil Brown. Vous trouverez pas d'inédit, tu trouveras pas d'inédit de Tok Tok. Tout ce qui devait être enregistré est enregistré, et sinon ça a disparu. C'est-à-dire que si on est sur un procédé, mais moi en lisant ça vraiment j'étais triste, mais triste à l'os. Et c'est vraiment, c'est tellement à l'opposé de ce qu'on fait. Moi en tant que musicien, il m'arrive de faire des disques, et la démarche d'un musicien qui fait de la musique, qui enregistre sa musique, c'est de se laisser le maximum de portes ouvertes. Et on verra au montage. Là, on brûle tous les ponts. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est à la fois de l'improvisation
Et après, de l'assemblage, selon les disques, ils vont faire venir des musiciens et ils vont demander à Nigel Kennedy. C'est Nigel Nigel Kennedy, le violoniste qui a enregistré les 4 saisons, vendu à 2 millions d'exemplaires. Voilà, ils vont lui dire tiens, on te fait passe ça comme morceau, tu joues ce que tu veux. Ah bon? Et donc il va jouer ce qu'il veut. Puis après, ils vont lui passer un autre truc et puis. Mais ils vont pas lui dire s'ils vont garder ou pas. C'est ça. Et ça va être aussi une guitare qui va tomber, ça fait un bruit. Et ils se disent ah c'est une bonne idée, si on va le garder, ils vont construire autour de ça. Et c'est ça qui a fait la légende et la réputation du groupe, parce que tout d'un coup ils vont donner de l'espace à leur musique et ça va influencer donc 2 gros courants, c'est le post-rock qui n'existe pas encore. Alors moi je cite Labraford, mais il y a d'autres groupes que... Slint. Voilà. Moi je connais pas bien Slint, mais je connais Labraford, même Radiohead. Non, Radiohead bien sûr, évidemment. Voilà. Ouais. Qui arrive un peu après. Donc il y a encore un groupe de rock alternatif un peu bêta au départ. Moi je suis pas fou de leur début à Radiohead, mais qui très vite va avoir ce parcours de recherche artistique, de vérité, et aussi de se détacher des contingences commerciales. Mais encore, tu parles de Nigel Kennedy, mais pour moi il y a même pire dans ces processus, c'est-à-dire qu'ils font venir une fois un chœur d'enfant, une fois un chœur, enfin plusieurs chœurs, des groupes de 50 personnes viennent enregistrer et se retrouvent effacés bouton rouge le soir. Ouais, parce que c'est trop propre. Et c'est ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une sorte d'émulation entre Mark et Tim. Tim, donc je rappelle le coproducteur, co-compositeur avec... Et co-musicien, mais qui ne sera jamais sur scène. D'ailleurs, le groupe avait arrêté d'aller sur scène. Oui, le groupe arrête la scène après Colorado Spring. Et Tim s'est jamais présenté comme membre de Talk Talk à part entière. Et moi, j'ai voulu l'interviewer. En gros, il dit ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Mais c'est aussi un fêlé de musique, hein, enfin, d'une certaine façon. Et pour raconter ça, en fait, ça va créer une légende sur ces 3 albums. Moi, ce que je raconte dans le livre, c'est que c'est pas aussi fou que ça en a l'air, même si c'est passionnant et intéressant. Mais ils sont pas en train de prendre des drogues, de se piquer ou de devenir fous. Quand ils ont fini, en gros, Mark Hollis, il arrive à 10-11 heures et puis il rentre chez lui le soir, voir sa femme et ses enfants. Sauf qu'ils vont passer quasiment un an pour un album, autant. Mais qui c'est qui paye? C'est EMI. C'est EMI, voilà. Et EMI, mais en même temps, ils ont gagné tellement d'argent avec... Sur ces 3-là, enfin sur ces 2-là, sur ces 2-là. The Color of Spring, surtout, qui a vraiment marché dans le monde entier, qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Ils ont vraiment les moyens, quoi. C'est pas qu'ils veulent faire de la musique intello, hein. Ils veulent continuer à avoir du succès, mais faire... Oui, comme tu dis, ils sont persuadés que le succès va suivre. Voilà. Ouais. Mais c'est ce qu'ils ont fait avant, c'est que pour Life What You Make It, comme je dis, on parlait de Cannes tout à l'heure, c'est un truc de ce qu'on appelle du krautrock. Du krautrock, c'est du rock de chou. Alors Cannes, parlons-en, il est là, l'album Tagomago. Voilà. Là. En fait, c'est le point de jonction pour moi entre ces 2 groupes que sont Radiohead et Talk Talk, c'est-à-dire que les 2 groupes sont extrêmement influencés par Cannes, notamment cet album-là qui date de 71, je crois. Et Cannes, c'est une musique extrêmement expérimentale où il y a, comme tu l'expliques un petit peu dans le bouquin, c'est comme si chaque musicien jouait chacun dans son coin et que la magie collait les bouts ensemble un peu plus tard. Sauf que Cannes, c'est un groupe expérimental pour nous aujourd'hui, mais qu'à l'époque, c'est un groupe qui est très très populaire en Allemagne aussi. Populaire vraiment, c'est-à-dire qu'ils vendaient, en Allemagne ils vendaient quoi. Ils vendaient. Et même dans le reste du monde, ils étaient connus. Il y avait tous ces groupes Tangerine Dream, etc. Magnifique. Et je pense que, enfin je suis pas sûr, mais je pense que Radiohead s'est intéressé à Cannes aussi parce que quand ils se lancent, c'est le moment où Talk Talk commence à s'arrêter. Absolument. Tout le parcours de Radiohead par la suite tend vers ce trajet vers la musique contemporaine parce que Cannes, un des membres fondateurs, était élève de Karl-Heinz Stockhausen, donc c'est vraiment, il y a des connexions directes avec le monde de la musique contemporaine. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que c'est une musique qui est ni pop, ni rock, ni contemporaine, qui est tout ça à la fois et qui arrive à ne pas être, à rester fun, pas trop prétentieuse. Et je pense que c'était le projet de Mark Hollis, d'abolir un peu cette frontière entre musique sérieuse et musique pop. En tout cas, c'est comme ça que j'ai reçu ce parcours. Moi. Il y avait une sorte de quête d'absolu. Il y avait sa fameuse phrase « Avant de jouer 2 notes, pense à une note ». C'est comme s'il cherchait l'essence de quelque chose, mais on imagine presque contempler un bout d'herbe pendant des heures en essayant de comprendre la structure du bout d'herbe. Et je pense que c'était un peu la même chose pour la musique. Il allait écouter une note jusqu'à ce qu'elle sonne comme lui pensait qu'elle devait sonner,
Et le seul mec qui pigeait à peu près, c'est Tim Freeze. Et puis Phil Brown qui était derrière, qui était donc l'ingénieur, qui arrivait un peu à capter. Je reparlais du post-rock tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup en fait aussi de connexion avec le trip-hop, notamment Massive Attack. Massive Attack, ouais. Et moi, j'ai découvert que c'est vraiment un scoop entre guillemets, c'est que Marcolis, quand il a arrêté Tok Tok, il pensait pas arrêter la musique. Il voulait en fait. Il se disait que j'allais devenir producteur. Et donc, il voulait produire un album de Massive Attack. Ce qui aurait été passionnant. Voilà. Sauf qu'il a été les voir en concert dans un festival où il y a plusieurs scènes. Et en fait, il s'est dit oh non, c'est trop de bruit, ça m'agace. Donc il s'est barré. C'était déjà un père de famille retiré, quoi. Ouais, c'est étonnant parce que je pense que c'était pas le bruit, c'était la musique. Il cherchait quelque chose. Il devait être pas facile à approcher en discussion quand tu lui parlais de musique. Sinon, il parlait de foot, il parlait de plein d'autres choses, mais il avait en fait du mal. C'est ce que revient aussi chez Phil Brown et chez les autres musiciens. Il avait du mal à exprimer avec des mots ce qu'il voulait dans sa musique. Et en fait, il savait que la faire. Et en tâtonnant, en cherchant. Et d'où les années d'enregistrement qu'on demandait ces 2 chefs-d'œuvre. Ouais. Moi, je parle de chefs-d'œuvre. Je me suis souvent posé la question, quel est ton album préféré de Tok Tok ? Comme on a dit, j'ai un rapport émotionnel à celui-ci très fort, parce que l'enfance, tout Michael Mann me vient en image quand j'écoute ce disque. Mais Laughingstock, pour moi, c'est l'album dont tu parles le mieux dans le bouquin, bizarrement. Tu prends vraiment le temps sur celui-ci de parler de chaque morceau, comme fait un rock critique, vraiment plage par plage. Je l'ai réécouté, j'ai relu tout ton bouquin hier, Frédéric. Et en terminant sur Laughingstock, les mots que tu avais, ça m'a immédiatement donné envie de réécouter Laughingstock. Et je me suis dit, de manière certaine, je crois que c'est mon album préféré de Tok Tok, c'est celui-ci. Ah, en fait, pour être très honnête, c'est mon éditeur qui m'a dit, Xavier, qui est fan, mais vraiment fan de Tok Tok, m'a dit Fred, tu peux pas ne faire moins de 2 chapitres sur Laughingstock. Je dis oh là là, ça va. Et en fait, comme je suis journaliste, j'ai envie de pas faire plaisir, mais je voulais en fait traduire par des mots l'impression que pouvait donner Laughingstock. Et donc je suis allé chercher dans la peinture parce qu'à un moment ils utilisent des images de peintres. Donc je suis allé chercher ces images-là. En fait, moi j'adore quand on parle de la musique, qu'on me décrive des paysages. Bien sûr. Et des images. Et moi, si on me dit machin, fait ci, tout ça, ça me dit rien. Moi, j'adore. Il y a un autre groupe que j'adore qui s'appelle Other Lives, qui est un groupe américain de folk space, je sais pas quoi. Quand je les mets, ou comme Tok Tok, j'ai envie de les mettre dans une voiture et de partir conduire une voiture dans le désert avec le soleil qui se couche et puis j'ai l'impression qu'il y a les cavaliers de l'apocalypse qui vont arriver. Des fois, il y a des impressions comme ça sur des disques. Et honnêtement, les musiques, pour moi, ça accompagne beaucoup d'images, quoi. Absolument, et puis même les artistes eux-mêmes à la conception n'ont que ces images en eux-mêmes à communiquer à leurs collègues qui eux-mêmes doivent faire ce travail de traduction. Et du coup, je trouve vraiment tes mots sont justes, donnent envie d'écouter ce disque. Et donc déjà, évidemment, lisez le bouquin de Frédéric sur Tok Tok, mais écoutez ces merveilles, peut-être vous les recevrez différemment. Mais vraiment, celle-ci... Il y a une chanson sur Laughingstock. Nom de Dieu. Ce qui est marrant, c'est Phil Brown et Mark Hollis, c'est leur chanson préférée, c'est After the Flood. C'est la 3e. Ouais. Et honnêtement, je pourrais pas la siffloter, je pourrais pas la chanter. C'est très dur. Je sais pas, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Enfin, avec le titre, on a déjà une idée, c'est Après l'inondation. Il y a quelque chose sur ce morceau, c'est à la fois jazzy, une immersion, c'est un truc super triste, mais en même temps tout doux. Enfin. Le jazz est omniprésent. Pour moi, la batterie de Lee Harris, qui est donc métronomique et qui est vraiment l'axe de l'album, a quelque chose de très jazzy justement. Il cherche par la répétition
cette justesse de frapper. Et c'est comme une caresse, c'est une batterie qui est pourtant violente, mais qui caresse. Et il y a juste des phases dans ce disque qui sont complètement dans les limbes, quoi. On ne sait plus du tout où on habite. Moi, j'avoue, j'ai une petite préférence pour le second, mais je crois que c'est leur morceau le plus radiohédien. Ascension Day. La guitare, vraiment, quand elle arrive, elle est bien violente et elle fait beaucoup penser. Je crois qu'elle a beaucoup inspiré Johnny Greenwood dans Radiohead. Cette arrivée vraiment, mais qui lacère, quoi. Qui lacère un truc qu'on a eu très doux jusque-là. Et là, bam! En 91, le grunge apparaît tout juste, et il y a déjà, je trouve, cette espèce de dichotomie de couplets calmes, de refrains énervés, mais de manière très jazzy, de manière... Ouais, comme des lacérations en fait. Ouais, c'est ça. On est dans l'art contemporain total, quoi. Enfin, pour moi, ils ont vraiment inventé leur époque. Voilà, grand album, je l'aime d'amour. Juste ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, ils veulent quitter EMI, ils sont pas contents, et puis après, ils signent avec... Enfin, mais il y a leur manager qui... leur décroche un contrat avec Geffen. Geffen, c'est la grosse maison de disques qui va lancer les... Qui a signé Nirvana et tout ça. Et en fait, Sonic Youth. Voilà, celle qui a devenu la plus grosse maison de disques, voulait les signer pour les lancer dans le monde entier. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que le patron, en fait, David Geffen, il connaissait pas vraiment. Il avait juste fait confiance au mec qui s'occupait de la musique en disant « Moi, faut signer ce type-là, c'est des génies. » Alors, on sait pas s'ils avaient été signés aux États-Unis, qu'est-ce que ce serait devenu ? Je sais pas. Et on va donc terminer avec cet album solo de Mark Hollis qui arrive 7 ans après la carrière de Talk Talk. Tu parles de chiffres, l'art de l'effacement dont tu parles, 90% de la musique, c'était statistique, c'est dans le bouquin, sont effacés de celui-ci. Ah oui. Et là, la méthode se peaufine, on arrive à 96% d'effacement. Ouais, ça c'est les mesures de Phil Brown derrière ses potomètres. Je pense qu'il y en a un qui sait, c'est lui. Hein. Ouais. Donc Phil Brown, qui a quand même failli divorcer à la fin de ce premier album, de cet album, puis de celui-là, sa femme lui dit surtout c'est fini, tu bosses plus jamais tu bosses jamais avec ces tarés, tout, parce que ça te rend dingo. Et ben en fait, il va retravailler avec Mark Hollis sur l'album solo de Mark Hollis. Et ce qui est fou, c'est que ça va devenir beaucoup plus acoustique et la méthode d'enregistrement va être beaucoup plus simple. C'est même entièrement acoustique. Voilà. Sauf que les musiciens, en fait, ils vont pas plaire à Mark Hollis, donc ils vont en virer certains. Alors que certains avaient travaillé sur les anciens albums. Et donc l'album va sortir. Ça va être un événement dans la presse rock. Parce que ça arrive après ces deux disques-là, donc tous les journalistes veulent le rencontrer. Après 7 ans de silence. Voilà. Et en fait, le disque va pas du tout marcher parce que c'est vraiment... c'est comme une pièce d'art contemporain. Mais même pour moi, on est même quasiment retourné dans la musique classique française. Sur le premier morceau, le piano fait penser à du Ravel, Debussy. Il y a un morceau qui s'appelle A Life, avec des dates, et je savais pas ce que ça racontait. Et je suis allé chercher un peu. Ça raconte en fait la vie très courte d'un soldat anglais qui était un poète, qui a été tué par un tireur d'élite pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, il y a comme des gémissements, des incantations, très très peu d'instruments. Et je dis ça, je fais le lien parce que tu vas sourire, mais Indochine a fait un album sur la Première Guerre mondiale, et il y a un morceau qui s'appelle Le Grand Soir, qui a le même thématique, pas musicale, mais la même thématique, c'est sur les générations sacrifiées, sur les boucheries, etc. Et chez Mark Hollis, ils vont en faire un vrai, je sais pas, c'est comme une lamentation, c'est comme une espèce en voie de disparition. C'est comme s'il racontait la fin des dodos, et en disant, voilà ce qu'il aurait pu être et qui n'a pas été parce qu'on a fauché une vie. Et il arrive à traduire ça en musique, c'est assez joli. C'est très beau.
Frédéric, avant de passer à la suite, une dernière question. J'ai ces 2 albums centraux qui sont dans un format que tu ne connaissais pas, le Super Audio CD. Je t'ai fait écouter un petit peu de Spirit of Eden. Est-ce que tu as ressenti une différence sur ce format ? J'explique pour notre public qui n'a pas été voir mes vidéos Tetris et je vous excuse, vous êtes pardonné. Mais pour vous dire, le Super Audio CD est un format physique qui stocke de la haute résolution audio et qui donne donc accès à des spectres plus larges. Et Frédéric, parle-nous de ton oreille. Ouais, alors moi je suis sourd d'une oreille, donc à la fois je fais pas trop attention au son, en même temps j'entends des gammes beaucoup plus hautes et plus larges. Mais d'habitude, quand j'écoute un disque, j'ai du bon matériel, mais voilà. Et là, quand tu m'as fait écouter, je me suis dit, il n'y a rien qui change. Et en fait, ouais, c'est rigolo, c'est qu'en fait il y a des sortes de sous-couches derrière. Mais j'avais entendu une sorte de didgeridoo et tout ça. Donc ça pourrait presque être des parasites, mais tu sens que ça a été intégré dans le son, donc c'est marrant. Et puis ce que je te disais aussi, la batterie paraît plus ronde. Après, moi ça me change pas ma vie. Hein. Non, bien sûr, c'est vraiment un truc de fan et il faut avoir du bon matériel pour cerner la différence, mais globalement ça permet de faire sortir des petits détails cachés. Et dans des disques comme celui-ci, où il y a des couches et des couches et des couches d'enregistrement sur un an, je pense que c'est rendre justice que d'essayer de l'écouter dans la meilleure version possible. Voilà, pour la petite histoire, j'ai également Cannes dans ce format-là, Super Audio CD. Et on va parler maintenant, parce que je t'ai demandé, Frédéric, de me donner quelques disques coup de cœur de ta vie. Et tu m'as parlé de Broken Frame de Depeche Mode, également en Super Audio CD. Tous les vieux albums de Depeche Mode sont en Super Audio CD. Broken Frame, c'est le 2e. J'ai choisi d'en parler quand même parce que les gens ne l'aiment pas trop, celui-ci. Alors pourquoi cet album-là précisément ? Parce que je pense que c'est lié aussi à l'adolescence. Moi j'avais découvert Depeche Mode avec des petits tubes. Et en fait, je me souviens bien, je peux le manipuler. Mais bien sûr. Il y a l'imagerie de la paysanne russe, c'est un peu bizarre. C'est du post-constructivisme, voilà, je sais pas quoi, donc c'est mystérieux. Et il y a ce morceau, Live in Silence. En fait, c'est comme si les morceaux, ils sont super fragiles. En fait, c'est très charmant. Mais après, alors moi je les ai interviewés plusieurs fois. J'ai été interviewé 3 ou 4 fois d'Afghan et Martin Gore aussi. C'est devenu la puissance du rock. Aujourd'hui, je sais pas, je mets YouTube face à Depeche Mode, mais Depeche Mode il les écrase quoi. Je suis d'accord. Voilà. Il y a quelque chose de poisseux, de massin dans leur musique et qui est venu avec le temps. Et c'est ça qui est avec les machines aussi. Et ils ont ramené du blues dans leur musique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Martin Gore a découvert que son père était noir, alors qu'il est blond. Alors moi, quand j'étais plus petit, je ressemblais beaucoup à Martin Gore. Donc, tu étais blond, Frédéric. Mais c'est pas celui-là dont je voulais te parler, c'était de ce sublime coffret de This Mortal Coil. Ouais. Car là-dedans, tu m'as parlé. C'est franchement un de mes plus beaux coffrets. Hein. Je m'appelle Souffleur de coffret aussi parce que je veux montrer ma jolie collection. It Will End Up in Tears. C'est celui-là, je crois, dont tu voulais parler. Ah oui, c'est vrai. En fait, il y a un morceau que tout le monde écoute, Song to the Siren. Reprise de Tim Buckley. Voilà, mais c'est pas celui-là qu'il faut écouter. Moi, je l'adore. Ce qu'il faut écouter, c'est Another World. Voilà, il y avait de la voix de Liz Fraser et je peux pas le chanter parce que c'est beaucoup plus beau que... C'est un groupe de producteurs Dismantle Coil, c'est un groupe vraiment de studio, je crois qu'ils tournent pas vraiment en concert. En fait c'est un collectif, c'est Ivo Guthrie qui était le patron de 4AD qui a rassemblé les musiciens de Cocteau Twins, Dead Can Dance, Colorbox et ils ont sorti 3 albums je crois. Alors c'est pas toujours les mêmes qui travaillent dessus et les grosses voix, les grandes voix, il y avait donc Lisa Fraser de Dead Can Dance et Elisabeth, alors je confonds. Enfin bon, Lisa Gerrard et Elisabeth Fraser. Mais il y a aussi des voix d'hommes, tout ça et c'est des musiques qui te font rentrer dans des dimensions un peu rêveuses, cotonneuses. J'adore moi. Moi je passais mon temps à reproduire ces pochettes là. Ce qui était super dur sur les cassettes, alors on prenait de la peinture à maquette pour les petits soldats et en fait on créait des tests de Rorschach avec des peintures métallisées
Et on faisait des cassettes comme ça qui prenaient une valeur incroyable parce qu'on mettait tous ces morceaux dessus, quoi. Alors j'ai pas choisi non plus complètement innocemment parce que ma vidéo précédente, Frédéric, était sur le film Lost Highway et qu'on entend Song to the Siren dans la grande scène d'amour. Enfin, dès qu'on a du rapport charnel, on a ce morceau en filigrane qu'on ne retrouve pas sur la BO de Lost Highway, qui n'a pas été choisi par Trent Reznor, qui a supervisé tout le soundtrack de Lost Highway. Donc c'est un peu la petite perle cachée de Lost Highway. Il y a tous les autres albums ultérieurs dans le coffret, bien sûr. Mais on est vraiment dans une beauté plastique, noire, quelque chose de très... un peu comme ce coffret, qui est très brillant et chic et noir, quoi. Moi, j'ai un coup de foudre esthétique pour ce collectif. Et on va parler maintenant cinéma, Frédéric. Tu m'as parlé beaucoup de Takeshi Kitano. Tu m'as parlé de A Scene at the Sea que j'ai acheté et vu depuis. J'ai également ce coffret avec ses premiers films. Un petit mot sur Takeshi Kitano, qu'est-ce qui te plaît dans ce cinéma ? Le surf, je l'ai, tu es surfeur bien sûr, mais plus largement, qu'est-ce qui t'attire dans le cinéma de Takeshi Kitano ? En fait, j'avais un peu arrêté de le regarder et je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, j'allais au cinéma rien que pour voir ces films comme ceux de Al Hartley. Je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose. Et il y avait Sonatine. Mais c'était, j'avais envie d'être Takeshi. Enfin, il a plein de facettes ce type-là. C'était Coluche là-bas. Et oui, un humoriste assez graveleux. Et le film A Scene at the Sea, c'est un film sur le surf. Et il n'y a pas dedans, il n'y a pas Takeshi Kitano. Et c'est un film c'est pas un film où il y a des super images de surf, mais ça raconte la passion pour le surf. Et donc moi j'ai commencé le surf à 17-18 ans et avec des copains et on a fait vraiment le tour du monde grâce au surf. J'étais surfé en Australie, au Costa Rica, enfin plein d'endroits. Et ça raconte vraiment cette passion-là. Et je trouve chez Takeshi Kitano, il y a toujours quelque chose mais vraiment d'une pure mélancolie. Oui. Il y a de la violence, mais le dernier que j'ai vu, c'est L'été de Kikujiro, que j'ai revu. Qu'il faut que je revoie aussi. Ça parle de l'enfance. Je sais pas si ça pourrait aller avec les musiques de Tok Tok, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de... Je sais pas, oui, je les mets ensemble. Je sais pas pourquoi. En fait. Après, il y a les musiques de Takeshi, c'est Jo Hisaishi, si je me souviens bien. J'ai particulièrement aimé celle de Scene at the Sea, justement. Il y a des très belles musiques instrumentales. Un peu dreamy 80s, voilà. Comme on aime, c'est ton goût, c'est aussi un peu le mien, c'est Dismantle Call, c'est tout ça. C'est un peu genre Angelo Badalamenti. Ah oui, avec David Lynch. Il y a un univers cohérent dans la chaîne Souffleur de Coffret, tout est lié, tout se rejoint. Et bien figure-toi que comme Dépêche Mode, c'était pas de Takeshi Kitano dont je voulais parler, c'était de Wim Wenders. J'ai ce coffret qui devient très très dur à trouver avec Les Ailes du Désir et Paris, Texas. Les Ailes du Désir, je crois, Frédéric, que c'est mon film préféré de toute la vie entière. Je crois que là, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Donc il était dans ta liste, j'ai sauté dessus. Je me suis quand même intéressé à Kitano, mais c'est vrai que je suis plus dans la découverte avec Kitano. Mais alors celui-ci, pour le coup, j'aimerais t'entendre en parler un petit peu. Alors je l'ai jamais revu, je l'ai vu au cinéma, je devais avoir 23-24 ans, j'étais étudiant à Rennes. Et j'ai pas tout compris, mais c'est pas besoin de tout comprendre, des fois on ressent juste. Et cette histoire, je crois qu'il y a un ange qui vient sur Terre, je sais plus très bien. Il y avait une bande son géniale avec Nick Cave. Et oui, ce concert de Nick Cave dans la deuxième moitié du film. No one saw the carny go. No one saw the carny go. I say it's funny how things go. Et moi j'adorais Nick Cave. J'adore toujours Nick Cave. Je l'ai vu plein de fois en concert. Comme à l'époque, quand on regardait les séries Twin Peaks, les gens qui regardaient, qui aimaient ce genre de film, on a l'impression de faire partie d'une élite. Ouais, pas d'une élite, d'un clan moi j'étais plus le clan des demeurés, enfin les clans des tarés, mais les tarés j'avais des copains peintres, on voulait écrire, enfin, comment expliquer ?
la merde qu'on pouvait avoir en soi pouvait devenir quelque chose de beau. Et en fait, c'est un peu comme ça, cette idée-là que... Il y a une série là, qui s'appelle Dexter, où Dexter, il a son passager noir, mais il veut pas s'en défaire. Bah, c'est un peu ça. Il y a quelque chose à l'intérieur du goudron, quelque chose de... Ce qui est très beau et réussi dans ce film pour moi, c'est que donc ça raconte le trajet d'un ange protecteur qui va tomber amoureux d'une jeune femme. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui se passe. Et c'est finalement le trajet inverse, c'est-à-dire qu'il va quitter son monde d'éternité et de permanence pour aller dans toute la crasse et le défaut humain. Bah, voilà. Donc, Mais il va éprouver des choses. il va éprouver des choses. C'est marrant parce qu'il y avait un autre film à l'époque asiatique, c'est Chinese Ghost Story, où c'était pareil, il y avait un humain qui tombait amoureux d'une fantôme, et en fait il devait se rejoindre, et c'est ces côtés des deux univers. Moi j'ai beaucoup voyagé en Australie comme ça, quand on rencontre des aborigènes, il y a toujours ces histoires de mondes parallèles, et comment on fait pour entrer de l'un à l'autre, et c'est pas si compliqué que ça pour cette tribu. Bah écoute Frédéric, je te remercie. Donc ton bouquin L'art de l'effacement, Marc Wallis, aux éditions du Boulon, tiré à 1500 exemplaires, donc jetez-vous dessus si vous le trouvez encore. Ouais, il sera peut-être réimprimé, et là il va être traduit en anglais. Bah, on lui souhaite une belle carrière à l'international. Tu écris en ce moment, est-ce qu'on peut en parler ? Ouais, j'écris sur la musique, toujours sur Indochine, un beau livre. Un beau livre qui sort chez Rock & Folk, comme ton bouquin sur les Cure, voilà, c'est la suite. Et après, je vais un peu arrêter les bouquins sur la musique, et j'ai un roman sur lequel je vais travailler, avec des tueurs en série, et comme je fais d'habitude, parce que j'écris plutôt des romans, avec des tueurs en série. Et il y a beaucoup de musique souvent dedans. Eh ben on sera là Frédéric. Merci. Merci à toi. J'ai un compte Twitter, Souffleur de Coffret, et sur Twitter, donc follow me on Twitter, please. Lâchez le pouce, abonnez-vous, à bientôt.